Les clichés ont la vie dure, mais comment changer le regard sur l'Afrique? C'est le grand angle de ce dimanche 24 janvier. Comment en finir avec les clichés sur l'Afrique et si on commençait déjà à l'école? C'est l'un des objectifs de la saison Africa 2020, dont vous êtes le conseiller pour le volet éducatif. Naïl Verndoy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, Inès Dauvergne, créatrice de Me and You Too. Votre entreprise lutte contre les discriminations ethniques au travail. Allons-y gaiement pour commencer. Le pire cliché sur l'Afrique? Une Afrique entièrement rurale et une Afrique monolithique. Et pour vous? À peu près la même chose, c'est-à-dire l'Afrique n'est pas un continent mais un pays avec une absence totale de différence et de richesse et de diversité. On va y venir, on va vous poser la question. La saison Africa 2020 est dédiée aux 54 pays d'Afrique. C'est la première fois qu'une saison culturelle et artistique englobe tout un continent. Est-ce que ça, c'est pas aussi envoyer du cliché? Non, je pense que c'est vraiment justement l'objectif, c'est de pouvoir traiter la disparité de ces 54 États et c'est pour ça qu'il y a eu un partenariat hors norme avec l'éducation nationale afin d'irriguer dès l'enfance la déconstruction de ces préjugés, la déconstruction des stéréotypes et voir justement que l'Afrique, c'est 54 États, c'est à plus d'1 milliard de personnes, mais c'est aussi plus d'1 millier de langues. Des cultures différentes, des populations, des langues, des religions. Ça entretient le doute quand même? Une saison sur un continent en entier, on aurait pu faire, je ne sais pas, la saison Africa 2020 sur le Burkina ou sur le Mali. Non, je pense que l'ampleur du travail est tellement important que ça justifiait au moins ça. Et pour le coup, moi j'ai l'espoir surtout que ça impulse une dynamique qui soit beaucoup plus pérenne que ça et qu'on ne s'arrête pas simplement à une saison. Parce que là, ça va durer 6 mois. Vous auriez souhaité plus, vous? Je pense qu'il y a un travail de fond à faire de manière générale au niveau de l'éducation de nos enfants et donc notamment dans l'éducation nationale pour faire en sorte de ne pas leur inculquer dès le plus jeune âge un certain nombre de clichés. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait sur les questions de genre, c'est vraiment bien et pour le coup ce serait intéressant que ça puisse être élargi à toutes les formes de clichés, toutes les formes de stéréotypes. On va voir exactement en quoi ça consiste. Objectif donc changer les regards. Cette saison Africa 2020, ce sont 450 projets et manifestations dans les arts, les sciences, l'entrepreneuriat, aussi l'éducation sur laquelle vous travaillez, Naïl Verndoy. On va voir un exemple, l'Afrique sous toutes les coutures au lycée parisien Elisa Lemonnier. Pour moi, l'Afrique qui innove, c'est en fait l'Afrique qui simplement se réapproprie sa culture. L'Afrique moderne, pour moi, c'est de montrer toutes les beautés africaines qu'il y a à travers chaque pays et chaque continent. On va avoir le bleu en taille d'ail. Ils se modernisent, même s'ils gardent ce que leurs ancêtres leur ont appris. Je trouve ça très fascinant. Ça casse un peu le truc. On s'est tout de suite posé le problème de la pollution textile. Quelle forme prenait la pollution textile en Afrique et surtout, comment on pouvait y remédier aujourd'hui, quelles étaient les solutions, quelles étaient les innovations. Et du coup, c'est vrai que nos élèves, là, on leur demande de se mettre dans la position des teinturiers en Afrique parce qu'ils utilisent les ressources qui sont autour d'eux. Et nous, c'est ce qu'on aimerait reproduire avec nos élèves, donc en passant par la teinture végétale et pour qu'elles créent leur propre tissu. En fait, rien qu'à travers un vêtement, on peut montrer à quel point le continent africain a une puissance mais incroyable qu'on sous-estime énormément. Quelles autres initiatives ont été retenues? Là, c'est un bon exemple? Alors c'est un très bon exemple. On en a 274 des exemples, donc on en a beaucoup. Et l'un des critères de labellisation, c'était la co-construction avec un partenaire africain, mais aussi sortir justement des thématiques un peu dont on a l'habitude de voir avec l'Afrique. Et là, de travailler sur le développement durable, c'est, je pense, la thématique qu'on retrouve le plus, le développement durable. Et donc de travailler de pair à pair, en co-construction, entre des élèves en France et des élèves en Afrique. Et chacun apporte son expertise et peut participer à un projet collectif. On va voir des images justement de cet échange sur la gestion des déchets entre deux classes, l'une en France, l'autre au Burkina Faso. L'idée, c'est vraiment de faire dialoguer la France avec le continent africain? Oui, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les enfants se parlent ensemble directement, sans passer par les images, sans passer par des manuels parfois un petit peu surannés, on va le dire comme ça, ils vont se rendre compte que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des enfants qui leur ressemblent, qui ont envie de jouer,
qui ont envie d'apprendre et qui finalement convergent vers l'universalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, ces initiatives, ce qu'on vient de voir là, concrètement? Alors, je pense du que, concret. Ouais, hein. oui, tout à fait. C'est un sujet qu'il faut aborder effectivement de manière concrète. Encore une fois, c'est hyper important que ce soit pérennisé et que ça puisse être étendu à l'ensemble des enfants, quelles que soient les classes d'âge. Il ne faudrait surtout pas que ce soit uniquement destiné à des professeurs qui sont volontaires et proactifs sur le sujet, donc finalement déjà sensibilisés. Donc, ces programmes sont extraordinaires, mais je pense qu'avant tout, il faut garantir le fonds commun à l'ensemble des classes. Je vous laisse répondre. Alors, pour la partie pérenne, c'est vrai que la saison dure 7 mois, mais ça, c'est la saison Africa 2020. Le volet éducatif, lui, il a tendance et il a vocation à être pérenne. L'éducation nationale ne fait pas de l'événementiel. Elle veut vraiment poser aujourd'hui les jalons pour une dizaine d'années. Mais sur leurs proches qui reprochent ou pas, remarque que vous faisiez qu'on prêche un peu à des convaincus. Alors ça, c'est vrai qu'on a eu un appel à projet et c'est les enseignants qui sont revenus vers nous. Mais aussi, nous aussi, on a piloté avec mon collègue plus d'une dizaine de dispositifs, dont un journal qui a été distribué à tous les élèves de CM2. On a aussi travaillé sur des supports musicaux pour des chorales, pour découvrir justement les artistes contemporains africains, mais aussi les dessinateurs de presse africains, le cinéma, les cinémas africains aussi. Donc là, on a un partenariat avec le CNC qui s'appelle École, Collège, Lycéens et Apprentis au cinéma, qui s'est enrichi cette année de 3 films africains contemporains. Donc c'est vraiment pour leur faire découvrir qu'aujourd'hui, en Afrique, il se crée énormément de choses. Il y a un dynamisme et une créativité. C'est casser l'image de Kirikou et la sorcière. Ah oui, complètement, oui. Non, mais si on regarde Lemb, Rafiki ou ça vous d'autres fait rire, films. mais souvent... Non mais ça me fait rire parce que c'est effectivement l'image de Kirikou qui est un dessin animé que les enfants adorent. C'est exactement l'imaginaire qu'on propose aux enfants et jusqu'à présent le seul qu'on proposait aux enfants quand ils pensent à l'Afrique. C'est-à-dire que systématiquement dans toutes les histoires qui sont proposées aux enfants jusqu'à maintenant sur le sujet, on y voit l'Afrique comme étant un continent avec des lions, des girafes, des cases et des tam-tams, pas de voitures, pas de ville, pas de téléphone portable, pas de technologie, pas d'innovation. Et c'est justement, je pense, ça qu'il faut principalement casser. Donc c'est une J'ai super enseigné en initiative, maternelle et même au-delà des totems. J'ai même vu des totems dans certaines classes, des totems qui sont amérindiens pour représenter l'Afrique. Et pour déconstruire cela, on a mis aussi en place un manuel pour les professeurs de maternelle autour de 7 artistes contemporains africains qui montrent leur art et leur art d'aujourd'hui, comment ils l'utilisent et comment on va pouvoir le décliner en séquence pour les élèves. Puisqu'on parle de manuel, il y a un manuel de lecture qui vous agace beaucoup. Vous avez un enfant qui est un petit garçon métis et vous avez vraiment souligné un ouvrage qui sert à l'apprentissage de la lecture. Oui, alors c'était votre tweet. Ouais, c'était effectivement pas la première fois que mes enfants rentrent à la maison, donc en me montrant leurs histoires et où je trouve qu'il y a énormément de clichés sur l'Afrique. Et donc là, cette histoire qui m'a particulièrement fait réagir, on y voit un petit garçon blanc qui rentre le soir en expliquant à son père qu'il veut devenir africain comme son copain Fofana. Alors accessoirement, ça m'a un peu fait tiquer parce que Fofana, c'est un nom de famille, c'est pas un prénom, donc ils auraient au moins pu choisir un vrai prénom. J'ai été très gênée par la réaction du père qui éclate de rire quand son fils lui dit qu'il veut devenir africain. Donc je trouve qu'il y a une forme de racisme ordinaire en fait derrière cette réaction. Si on prend l'inverse, est-ce qu'un père de famille sénégalais éclaterait de rire si son fils lui dit demain je veux devenir européen comme mon copain Dupont qui mange du camembert dans des champs de vaches? Vous êtes-vous prof d'histoire géo, historien aussi? Est-ce que l'histoire et l'histoire de l'Afrique et sur l'Afrique et de la relation entre la France et l'Afrique est bien enseignée dans les manuels en France? Bien enseignée, bon, c'est subjectif, mais elle a existé, elle existe encore. Par exemple, en 2007, il avait été mis les empires médiévaux au programme de 5e. C'était l'empire du Monomotapa, du Songhai, des empires 13e, 15e siècle, et du coup décorrélé de l'histoire européenne. Donc c'était aussi pas européano-centré pour le coup. Après, c'est vrai qu'il existe encore des manuels peut-être un peu vieillissants, mais c'est des initiatives privées, et aussi la littérature de jeunesse, mais la littérature de jeunesse est aussi en train de se renouveler avec justement des auteurs afro-descendants qui écrivent pas mal de choses complètement différentes. Comment on change les regards? Voici un autre exemple avec l'Afrique urbaine et connectée, reportage tourné il y a un an dans une classe de Kinshasa. Ces écoliers quinois qui récitent si bien l'alphabet sont les heureux cobayes d'une expérience inédite. Je vous présente Monsieur Dieudonné Kayembe. Ingénieur informatique, à 30 ans, Dieudonné Kayembe est l'inventeur d'une tablette pédagogique nommée Motema. Motema, cela signifie le cœur en lingala.
La tablette permet d'ailleurs d'apprendre les 4 langues nationales, le lingala, le chiluba, le kikongo et le swahili. Toutes les récitations, tous les cours de français, mathématiques et tout ce que vous avez besoin pour étudier. Entendez le programme scolaire congolais. Le numérique intervient dans tous les secteurs de la vie et nous sommes basés sur ça pour faciliter l'accès à l'éducation de base de tous. Nous avons numérisé l'ensemble du contenu du système éducatif de notre pays au sein de Tablette Motema pour en faire un outil didactique. Pour le personnel éducatif, l'apport est réel. Aussi longtemps que la tablette Motema vient dans ce sens-là, alors c'est d'ailleurs intéressant de faire bénéficier tous les enfants, peu importe où ils se trouvent. Accessible donc, mais aussi écologique. Équipée d'un panneau photovoltaïque, la tablette permet de contourner les fréquents problèmes d'électricité des foyers. Faute de moyens, l'assemblage se fait pour l'instant en Chine, alors que la RDC est l'un des principaux producteurs de coltan, un minerai indispensable à la fabrication des objets connectés. À terme, Dieudonné Kayembe souhaite produire sa tablette localement afin de contribuer au développement technologique et industriel de son pays. Cette Afrique moderne et connectée, elle est sous-représentée, vue de France ? Sous-représentée, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas présente dans l'imaginaire collectif français. Et c'est notamment comme ça que se construisent les stéréotypes que moi, je vais devoir traiter et déconstruire après, une fois qu'on arrive dans l'entreprise. S'il fait du bon travail, que vous avez moins de travail. Exactement. De décloisonner justement ces imaginaires, c'est notre objectif. L'objectif, effectivement, est d'avoir le moins possible de stéréotypes à construire une fois qu'on arrive dans l'emploi. Parce que c'est vrai que les entreprises me disent, quand on travaille sur cette question des stéréotypes, mais finalement, nous, on hérite d'une situation passée au niveau de l'éducation. Donc, autant former correctement les générations de demain pour qu'elles soient plus inclusives et plus ouvertes à l'âge adulte. Et donc pour changer les regards, il faut changer les représentations. Vous avez grandi en France quand vous étiez petit, c'était quoi vos figures de référence ? Est-ce qu'il y a des figures dans lesquelles vous vous reconnaissiez ? Je le dis souvent, j'étais fan d'Arnold et Willy, donc mais c'était une figure américaine. C'est vrai que nous, notre narratif peut-être en tant qu'afro-descendant à l'époque, c'était vraiment le narratif américain, états-unien pour le coup. Et aujourd'hui, en changeant ce narratif, en essayant de montrer justement une Afrique à travers la saison Africa 2020, une Afrique vraiment comme elle est, en fait une Afrique réelle. On n'essaie pas de mentir non plus sur l'Afrique. C'est vraiment rééquilibrer les narratifs et montrer justement de la technologie et des choses très dynamiques et très positives. Votre petit garçon qui est un petit peu plus jeune quand même, d'une autre génération, lui, il se reconnaît dans quelle figure ? Alors, il se reconnaît dans plein de figures aujourd'hui au travers des sportifs, des artistes. Après, il a 7 ans, donc c'est vrai que sur la question des rôles modèles, ça se pose un petit peu moins pour lui. Après, nous, on essaye de lui apporter un maximum justement de rôles modèles différents, de narratifs différents. Et ce qui est intéressant, notamment sur cette histoire, c'est qu'il a été le premier à réagir en me disant mais pourquoi est-ce que on parle que des girafes en Afrique, mais pourquoi est-ce que le père rigole ? Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est cette génération-là qui commence à challenger finalement les adultes aujourd'hui. Remet en question aussi. Oui. Vous avez publié une anthologie Noir entre peinture et histoire qui revisite l'histoire de l'art à travers la représentation des Noirs dans la peinture européenne. Est-ce que les représentations, que ce soit dans la peinture il y a quelques siècles, mais aujourd'hui, est-ce que ces représentations évoluent quand même ? Ça a évolué vite ces dernières décennies ? Alors, à travers le livre, on a montré justement qu'au départ, à la Renaissance, finalement, il y avait très peu de préjugés. Et c'est finalement à la fin, au XXe siècle, fin du XIXe et début du XXe, que les préjugés, les caricatures, les stéréotypes sur les Noirs étaient créés. Et aujourd'hui, je pense que ça se déconstruit, mais justement avec une nouvelle vague, une nouvelle génération et des nouvelles réflexions, que ce soit dans les milieux universitaires, dans les milieux militants et maintenant dans l'éducation nationale. Et vous y travaillez l'un et l'autre. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur TV5 Monde. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez.